Gaspésien d'origine, il s'est fait remarquer dans les rangs libéraux pour ses talents d'organisateur politique. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Côté. Bonjour. M. Côté, votre formation en histoire et en sciences politiques, je crois, vous a mené d'abord à l'enseignement. Qu'est-ce qui vous a fait bifurquer ensuite vers la politique? Je n'ai pas bifurqué parce que ça a toujours été un objectif d'être candidat à une élection. Tout jeune? Mon premier réveil, ça a été en 1960, à 13 ans. J'étais dans des boîtes de pick-up avec une pancarte de M. Lesage, où on faisait le trajet entre Saint-Anne-des-Monts et Mont-Louis pour aller au fameux Parlement d'époque, où M. Lesage était là. Et j'étais donc dans une famille, tant du côté de mon père que de ma mère, d'organisateurs politiques. Donc, j'ai trempé très jeune dans ça et toute l'organisation et selon les méthodes d'époque. Donc, pour moi, il n'était absolument pas question que je ne fasse pas de politique. Mais c'était une question de temps. Alors, j'ai fait mes études universitaires, j'ai enseigné à la polyvalente de Saint-Anne-des-Monts, secondaire 5, où j'ai adoré ça. Et il faut se rappeler le contexte de l'élection de 1973. Alors, j'étais président de l'Association libérale à ce moment-là. Et M. Jean Bienvenu, qui était député de Matane, avait décidé qu'il ne se représenterait pas dans Matane. Et ça s'est fait très, très, très rapidement. Dans l'espace d'un mois, convention, et un mois plus tard, je suis député. Mais comment on vous a recruté? Bien, vous étiez évidemment dans le circuit, mais comment on vous a recruté? Ça fait partie des histoires politiques qui sont toujours assez intéressantes à raconter. Les voisins immédiats, c'était M. Gérard Lévesque dans Bonaventure, qui était là depuis de nombreuses années. À l'ouest, c'était Bonarsenault dans Matapédia. Du côté de l'Est, Gaspé, c'était le docteur Fortier. Et Gérard D. avait des prétendants, lui. Le maire de New Richmond, qui était président de l'UPA, souhaitait être candidat libéral. Mais comme Gérard était très bien installé dans son poste, il avait suggéré que le parti puisse proposer la candidature de M. Jobin à Matane. Donc, les délégués du parti sont venus dire au président que j'étais que ce serait le maire de New Richmond et représentant de l'UPA régional qui serait le candidat libéral. Mais il n'était pas du comté. Mais il n'était pas du comté. Alors, lorsque ça a été partagé aux membres de l'association, les gens ont dit, on n'est pas question, on ne se fera pas imposer par le parti quelqu'un de l'extérieur. Alors, j'ai dit à ce moment-là, il faut proposer quelqu'un qui pourrait faire l'affaire. Ils ont dit, c'est pas compliqué, c'est toi qui y vas. Donc, ça s'est décidé un soir. Et on est allé contre la volonté du parti. Alors, on a fait la convention à 3 candidats et j'ai gagné avec 70 des votes grâce à l'appui des jeunes de mes écoles où j'enseignais, où je m'occupais de ballon-ballet, de hockey. Et c'est finalement ces jeunes-là qui m'ont permis de gagner la convention et finalement de garder pour le Parti libéral un comté qui était déjà acquis au Parti québécois en 1973. Donc, je suis arrivé, moi, dans le parti, contre le parti. Et là, est-ce que vous avez profité d'une bonne organisation quand même? Quelle sorte de moyens vous aviez? Très peu de moyens, parce qu'on est encore à une période où les organisations électorales, c'était l'affaire d'un organisateur ou deux. Et comme moi, je m'étais aliéné à l'organisation de la ville de Matane, alors la stratégie a été assez simple. C'est de prendre toute la nouvelle partie du comté de Matane, qui venait de l'ancien comté de Gaspé-Nord, donc toute la partie de Rivière-à-Claude à aller jusqu'à Les Méchins, et de faire en sorte que je gagne très majoritairement cette partie-là, qui était de mon milieu, et aller vers l'ouest, donc du côté de Montjoly, Presse, Saint-Octave-de-Métis, Baie-des-Sables, et ainsi de suite, et faire en sorte qu'on puisse encercler Matane pour espérer pouvoir gagner. Alors, ça s'est fait très rapidement. 37 municipalités, 147 000 de côtes de comté. Alors, j'avais un chauffeur qui était un de mes collègues d'université. Alors, on s'est promenés comme des fous pour tenter de rencontrer du monde et se faire connaître un peu. Et le soir des élections, bien,
le comté, c'était peut-être le 101e ou le 102e des 102, mais ça faisait un député libéral de plus pour la formation. Et comme je n'avais jamais mis les pieds au Parlement, ça a été toute une expérience. Et la circonscription de Matane n'était pas reconnue pour être super riche, une population riche. C'était quoi le portrait, là? Ah, bien, le portrait est assez clair, hein. Il y avait Matane, qui était une ville quand même, un pôle régional assez important, où il y avait de l'institutionnel, soit de l'enseignement, soit de fonctionnaires. Puis, par la suite, toute la partie qui s'est greffée de Gaspé-Nord à Matane, c'était une partie, exception faite, de Saint-Anne-des-Monts, où le marché de l'emploi était un peu difficile. C'était les pêchers, la forêt, les principales... Ça dépendait des endroits. Du côté de Matane, évidemment, c'était l'institutionnel qui était dominant, l'enseignement, les soins de santé et beaucoup de commerce. Alors que la partie plus à l'est, c'était mine, c'était forêt, c'était un peu de pêche. Tant qu'à l'ouest, c'était carrément là, forestier et agricole. Vous arrivez à Québec, vous êtes un député sur 102 libéraux. Comment vous avez réussi à faire votre place? Bien, en fait, retomber sur mes pieds, ce qui est assez symptomatique là, de comtés ruraux. Je me fais élire le 29 octobre. Le lendemain matin, alors on a fêté une bonne partie de la nuit. C'est normal. Jeunesse aussi, hein, alors, donc on pouvait se permettre. Et à 6h30 du matin, ma mère vient me réveiller. Elle dit, t'as un invité. J'ai dit, bon, ça ne peut pas attendre. Elle a dit, non, tu es élu, alors prends tes responsabilités, il y a quelqu'un qui veut te voir. Alors, c'était le curé de Saint-Jean-Baptiste Vianney. À Matane. De Matane. Il était venu me voir, puis il y avait un problème très important. Hein. On était en octobre. Lui était après construire une espèce d'aréna dans sa communauté, un centre communautaire, puis il manquait d'argent. Fait comme il était libéral, premier homme à aller voir qui était élu, c'était le député pour lui faire part de ses... ça a été une prise de conscience de la réalité là, assez importante dans des comtés ruraux et celle que les députés doivent vivre. Alors, j'ai été obligé de me mettre à la tâche assez rapidement. Et avant même que l'on soit convoqué à Québec pour l'assermentation et la rencontre du caucus, j'avais décidé de monter, moi, pour voir comment ça se passait. Et quand je suis arrivé au Parlement, celui qui assignait des secrétaires, parce qu'à ce moment-là, le Parlement assignait des secrétaires aux députés, là, on me dit... député de Matane, ça commande beaucoup, ça vous prendrait une bonne secrétaire. Je dis, oui, tout à fait. Ça me prend une secrétaire d'expérience. On dit, il y en a une qui est à l'Union nationale. Je dis, l'Union nationale. Oui, il m'a dit, c'est une femme très compétente. Et c'est elle qui m'a montré mon travail de député. Hein, c'est pas un autre député. Mme Vézina qui m'a dit, M. Côté, là, partez dans votre comté, là, puis je m'occupe de tout le reste. Elle dit, je m'occupe de tout. Quand je suis revenu une semaine plus tard pour le caucus des députés et la sermentation, tout était prêt, tout était fonctionnel et très rapide. Et mon premier contact, ça a été avec Beauharnois. À Québec ou... À Québec. Oui. À Québec, parce que durant la campagne de 1973, on ne se voyait pas. Alors, moi, c'était ma préoccupation, me faire connaître. Et alors, finalement, ça frappe à la porte, avant même la sermentation. Alors, on dit, Puis Arsenault dit, j'ai dit, c'est toi, le jeune député de Matane. Il dit, oui, bonjour. Moi, j'étais impressionné. Hein. Beauharnois. C'était un personnage. Un personnage. Beauharnois des années 60, ministre, sous M. Lesage, et ainsi de suite. Alors, il dit, mon jeune, il dit, en politique, il y a des choses qu'il faut savoir avant de commencer. Alors, il dit, quoi, M. Arsenault? Il dit, les gens du BS, là, il dit, ils demandent beaucoup, mais ils ne votent pas souvent pour nous autres. Là, j'étais un peu insulté. Moi, tout jeune député, en disant, ben, t'es là pour servir ta communauté. J'ai dit, M. Arsenault, c'est des gens qui votent. Les gens qui votent sont très importants. M. Arsenault dit, écoute, le jeune, il dit, dis-toi une affaire, là. Il dit, c'est toi qui vas faire ton chemin, c'est pas personne d'autre. Et par la suite, on s'est retrouvés des 102 députés au même caucus, où là, c'était une assermentation de masse. Alors, tu n'as pas le temps d'être impressionné très, très longtemps. Là, hein. Il appelait ton nom, tu te présentais, tu signais, tu t'assermentais, puis c'était fini. Alors, donc après ça, là, tu étais le 101e, 102e des 102.
Là, tu voyais les grands personnages que tu voyais régulièrement à la télévision, les Garneau, les Godboom et compagnie, M. Bourassa, ainsi de suite. Et moi, je n'avais même pas vu M. Bourassa. Le seul qui, dans la campagne de 73, est venu faire un tour à Matane, c'est Jérôme Choquette. Alors, j'ai fait la campagne seul, avec la visite de Jérôme Choquette, parce que pour le parti, Matane allait être péquiste le soir des élections. Alors, ils ont été, bien surpris, puis finalement, on finit par faire notre chemin. Mais rapidement, vous avez fait votre réputation d'un dur en politique. Ça vous a suivi, c'est pas mal toute votre carrière. Est-ce que c'était votre façon d'émerger du nombre? En fait, c'est peut-être une réputation surfaite. Je dirais que pour moi, ce qui était fondamental durant les années 73-76, c'était la défense des intérêts de Matane. J'étais libéral, mais la défense des intérêts de Matane, et là, c'est là que tu prends conscience, pendant cette période-là, de l'importance de Montréal, du pouvoir de Montréal, du pouvoir d'un ministre par rapport à un député, surtout lorsqu'on est 102. Et c'est là que tu te rends compte de tout l'appareil et finalement le contact très dur de 6 ou 8 députés d'opposition, mais principalement 6 de l'opposition, avec les Charron, les Burns, les Jacques-Yvan Morin, Marc-André Bédard et Lucien Lessard. Et ces gens-là ont une attention médiatique absolument phénoménale. Et le travail, je me suis vite rendu compte que le travail de parlementaire à 102 versus 8, que c'est pas là que j'allais Gagner des votes. Gagner des votes, que j'allais plutôt en perdre, et de constater que le travail de député en tant que tel, de terrain, était méconnu ou ignoré. Ça ne faisait pas partie de l'environnement, alors que tout ça était une grande mascarade là, qui faisait en sorte que ton travail, toi, quotidien, de régler des cas d'individus qui avaient des problèmes, soit forestiers, soit d'assurance chômage et de tout, où tu avais des problèmes. Puis surtout, à 4h30 de route de Québec, un comté de 147 000 de côte par rapport à un député de Montréal qui avait les mêmes avantages, puis qui avait 5 coins de rue, puis à peu près jamais de visite. Alors, c'est là que j'ai compris que mon salut, ce serait travailler pour mes électeurs, pour des dossiers de municipalité, pour des clubs d'âge d'or, et ainsi de suite. Et, donc, c'est avec des petites choses que vous avez amenées dans votre comté que vous avez réussi, mais il n'y avait pas de grands projets à l'époque. Bien, en fait, on était à l'époque là où l'eau était, même si l'eau est importante aujourd'hui, l'approvisionnement en eau dans chacune des municipalités est important. Il y avait du rattrapage assez important à faire. On était encore à l'époque où il y avait des écoles à construire, où il y avait des améliorations des hôpitaux, grosso modo. Et quant à moi, il y a un dossier majeur qui m'a été présenté dès le départ et qui était déjà en marche, qui était le traversier-rail Matane-Bécomo-Sept-Îles. Donc ça, c'est un dossier assez important à l'époque qui a occupé mon temps pour un certain temps. Justement, ça vous a amené à être contesté par le projet de loi pour favoriser ce bateau-rail. C'est quoi le fond de l'histoire, puis comment ça s'est réglé? Ah, écoutez, c'est assez simple. Hein. Matane était un centre de transport assez important, donc c'est la fin du chemin de fer, donc sur le côté nord de la Gaspésie. Et on avait à ce moment-là le traversier, le Camille Marcoux, qui faisait le lien des passagers entre Matane et Godbout, et aussi Bécomo. Et les gens, pour développer l'économie de la région de Matane, avaient imaginé, avec la complicité du CN, qu'on pourrait faire transiter par Matane une partie de l'économie de la Côte-Nord par voie chemin de fer. Et pour ce faire, ça prenait un bateau traversier rail. Donc, tout ça allait amener de l'activité portuaire, de transit de fret qui venait de la Côte-Nord, puis c'était un projet assez exceptionnel. Par contre, un projet comme celui-là, ça allait se heurter à tous ceux qui faisaient du cabotage. Des gagnés de l'époque, Logistec,
qui faisait le cabotage donc, de la Côte-Nord en allant vers Québec pour faire le transit donc, du matériel. Donc, il y a eu cette opposition-là et finalement, la Commission des transports a permis l'implantation du traversier rail et on s'est retrouvé par la suite avec une contestation qui a obligé de passer une législation. Et le seul moyen de régler le dossier, c'était un projet de loi privé. Donc, un projet de loi privé, forcément, c'est un député qui doit le présenter. Et c'est moi qui l'ai présenté. Et le matin de la commission parlementaire, les huissiers se sont présentés pour nous interdire de procéder. Donc, c'était quelqu'un extérieur au régime parlementaire qui se servait de la justice pour venir interdire à des députés de faire leur travail en adoptant un projet de loi. Là, ça a été insulte suprême, attaque à la liberté, au pouvoir législatif. Et là, j'ai été embarqué dans un tourbillon qui me dépassait à l'époque et qui fait en sorte que les légistes de l'Assemblée nationale ont dit on ne peut pas laisser passer ça. Et on a donc intenté des poursuites contre un avocat maritime qui était l'avocat de ces compagnies-là, qui était un gars, un libéral, un gars de mon milieu à moi, mais qui exerce à Montréal, un homme très compétent, mais qu'on a traduit devant une commission de l'Assemblée nationale avant les élections de 1976 et qui, au bout de la ligne, allait être condamné à une peine, parce que c'était ça qui était l'histoire de l'époque, à une peine qu'il devait purger dans le donjon de l'Assemblée nationale. Et comble de bonheur pour lui, est arrivé des élections et ça s'est terminé là. Alors, donc, et le traversier rail aujourd'hui existe donc depuis cette période-là, est un lien très, très important sur le plan économique pour faire en sorte que la Côte-Nord soit moins isolée et être capable de transiter par le réseau ferroviaire et de desserte des États-Unis. Donc, c'était l'histoire du traversier rail, mais ça a été une première expérience où l'apprentissage de député, d'être dans des dossiers très importants, médiatisés, vous met la rondelle sur votre hockey assez rapidement, puis il faut savoir quoi en faire. Il ne faut pas lancer à côté du filet. Non, mais ça arrive aussi. Oui. Alors, ça arrive, ça fait partie de l'expérience. À Québec, à l'Assemblée nationale, je crois, vous vous étiez prononcé pour l'abolition des bourses d'études au cégep, parce qu'il y avait, à votre point de vue, des flâneurs dans le cégep. Est-ce que ça s'est rendu loin, ça? En fait, ça ne s'est pas rendu très loin, mais mon expérience venait du fait que moi, j'ai fréquenté le cégep de Matane et j'ai été président de l'Association des étudiants. Alors, c'était pas tellement les notes qui m'intéressaient, moi. Au moment de mes études, c'était davantage de vivre des expériences d'organisation, de contrôle. C'est là que j'avais constaté qu'on avait un certain nombre de flâneurs, ça leur prenait bien du temps à faire un cégep. Puis qu'eux avaient la belle vie, alors que d'autres tentaient de faire ça dans 2 ans, avec toutes les exigences qu'il fallait. Je suis resté marqué par ça. Et lorsqu'est arrivé 73, puis qu'on discutait de prêts et bourses, même si on était dans une période encore d'abondance à ce moment-là sur le plan financier, je trouvais que c'était un peu abusif, mais je dois vous admettre qu'au niveau des prêts et bourses, on s'est pas rendu loin, compte tenu que M. Bourassa voulait toujours parler de justice sociale et qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de crise financière comme on en connaît aujourd'hui. La popularité du gouvernement Bourassa durant votre mandat, entre 73 et surtout en 75 et 76, déclinait. Bon, il est arrivé la loi 22, les Jeux olympiques et les dépassements de coûts. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour tenir la barque, enfin, la maintenir? Mon principe a toujours été, toutes les fins de semaine, de retourner dans mon comté, d'être près des gens. D'ailleurs, dans mon apprentissage pour aller en politique, je m'étais dit, si je veux être capable de parler avec un mineur, il faut que je travaille sous terre dans une mine, ce que j'ai fait, 2 étés. Si je veux être capable de parler avec un travailleur forestier, il faut que je travaille dans le bois. Donc, j'ai travaillé avec un cheval, j'ai sorti du bois avec un crochet, 2 étés de suite. D'ailleurs, il m'en reste des séquelles au niveau du langage, des séquelles permanentes. Mais ça fait partie des bénéfices de l'emploi.
de telle sorte que tu restes toujours connecté avec des gens, que tu sois capable d'aborder leurs problématiques ou leurs problèmes avec eux en n'importe quelle circonstance. Donc, l'idée, c'est de dire, il faut retourner à la base, rencontrer les gens, discuter avec les gens. Et à travers tout ça, il y a des rencontres mémorables. Hein? On fait l'enregistrement au Salon Rouge. Ça me rappelle la venue de Jean Drapeau, maire de Montréal, en pleine crise olympique où le gouvernement, à ce moment-là, entendait M. Drapeau sur l'état de situation des préparations pour les Olympiques et devait décider ultérieurement si on allait mettre en tutelle donc la ville de Montréal pour les Jeux olympiques. Hein. M. Drapeau avait la maquette du stade olympique qui était ici, des caméras partout. C'était plein à craquer. Raymond Garneau, qui était ministre des Finances à l'époque, Victor Goldblum, ministre des Affaires municipales, on demandait à M. Drapeau de venir faire la présentation. Alors, il n'était même pas capable de passer au bout. Il est passé à 4 pattes en dessous de la table, il a sorti sa baguette. Puis pendant 3 heures de temps, a présenté aux députés que nous étions ce qui se passait au niveau du stade olympique en termes d'évolution de construction, d'utilisation par la suite, de financement et ainsi de suite. Et cette démonstration-là, pour moi, est un des faits d'armes de ma carrière politique en termes de quelqu'un qui est capable de présenter un projet, qui a une connaissance sans papier. Le seul, je vous dirais, qui n'était pas tombé dans le panneau à l'époque, c'était Raymond Garneau, qui avait ramené des choses à la fin de la commission en disant « tout ça est beau », et par la suite, là, il y a eu évidemment la prise en charge par le gouvernement. Et ça, c'est des dossiers qui, dans nos régions à nous ont fait très mal au niveau de l'électorat parce que c'était des milliards à Montréal. Et quand tu investis majoritairement aussi substantiellement à Montréal, mais évidemment, il en reste toujours un peu moins pour les régions. Donc, on devait se battre beaucoup plus fort pour être capable d'avoir notre petit gymnase ou avoir de l'approvisionnement en eau ou un peu d'accompagnement pour des problématiques que nous avions dans nos comtés. Mais le salut passait par une présence constante dans ton comté, une visite systématique. Et là, tu pouvais sentir le pouls des électeurs. Hein? Donc, vous étiez très près de votre électorat. Vous voyez aller le courant qui était défavorable aux libéraux. Quelle stratégie là, vous avez utilisée vraiment dans Matane? Terrain. Carrément terrain. Faire le tour, rencontrer des gens. Mais graduellement, on sentait que ça glissait. Hein? L'expérience n'est pas très, très compliquée. Là. On rencontrait des gens qui disaient « T'es un bon gars, t'as fait une bonne job, mais parle-moi pas du Parti libéral. » Donc, l'individu te disait « Je vais voter pour toi, mais je ne voterai pas libéral. Parle-moi pas de Bourassa. » Donc, au bout de la ligne, graduellement, durant la campagne, il sentait des choses un peu glissées. Là. Et moi, j'avais comme adversaire à ce moment-là Yves Bérubé, qui est un professeur en grève à l'Université Laval et qui a rendu service à René Lévesque parce que René Lévesque lui a téléphoné pour lui demander de rendre service. Alors, il s'en venait dans Matane, pas convaincu qu'il allait gagner. Et le tout s'est joué dans la dernière semaine. Je reçois un téléphone de Jean Prieur, qui était alors chef de cabinet de M. Bourassa, le dimanche, précédant l'élection, c'est-à-dire 8 jours avant l'élection. Et qui me dit, écoute, on souhaiterait que M. Bourassa aille dans Matane. Bon, j'ai dit non. Non, c'est pas possible. Alors, ils m'ont appelé à tous les jours. Et finalement, le mardi, je me suis dit, en 1973, c'est pas Martin Vancôté qui a été élu. C'est Robert Bourassa, par la performance de 70-73, qui t'a permis de te faire élire. Tu es bien ingrat de refuser que le premier ministre, qui est dans une situation difficile, vienne dans ton comté. Et là, Prieur m'a expliqué, écoute, s'il ne va pas chez vous, il n'y a aucune place où il peut aller jeudi. Fait que finalement, j'ai pris sur moi de dire oui. On a dit, il sera là à midi, le jeudi, précédant le vote, le 10 de novembre, donc 1976. Alors, à Matane, à l'Hôtel de Ville, je dirais qu'on a
réussi à enchaîner 150 ou 200 personnes dans la salle. Et M. Bourassa s'est présenté, à ce moment-là, il avait la grippe, pas performant plus qu'il faut à ce moment-là, mais lui-même savait que c'était probablement Ridley à ce moment-là. Puis finalement, j'ai été battu le soir du 15 novembre 1976. Et comme c'est des mémoires, les gens ont tendance à oublier là, que dès ce soir-là, dès le moment où vous êtes battu, vous n'avez plus aucun revenu. C'est un choc. C'est un gros choc qui a été corrigé par la suite, là, dans des périodes de transition. Mais là, les jours, les semaines qui suivent, pas de revenus, qu'est-ce que vous avez fait pour vous remettre sur pied un peu? J'étais en construction de maison, parce que pour moi, j'étais établi dans mon milieu pour de nombreuses années. Alors, j'ai tout simplement décidé que je devais finir la maison, pas de revenus. Donc, un petit pouvoir d'emprunt que j'ai exercé, mais honnêtement, là, à chaque fois que je plantais un clou, je plantais un pékis. Et j'en ai planté beaucoup. Ça a duré pendant 1 mois et demi, jusqu'au caucus du lendemain de la défaite, du surlendemain, ou peut-être une semaine plus tard, où M. Bourassa a réuni les députés au bunker. Et c'est à ce moment-là que Gérard Delevesque me dit toi, là, je t'assure que tu gagnais. Il dit tu vas te reprendre. Alors, il dit faut que tu viennes nous aider à l'Assemblée nationale. C'est là que j'ai pris la décision de ne pas retourner à l'enseignement et de venir travailler au service de recherche de l'Assemblée nationale en février 1977. Mais vous aviez toujours à l'esprit de prendre votre revanche ultérieurement. Il y avait des conclusions qui, pour moi, avaient été tirées. Le style d'organisation qui datait d'avant les années 60 ne devait plus durer. Et le PQ nous avait montré qu'il y avait une nouvelle ère d'organisation électorale qu'il fallait faire et qu'à partir de ce moment-là, il fallait moderniser les méthodes du Parti libéral du Québec. Et je me suis dit, plus jamais je ne perdrai. Et je vais prendre les moyens pour faire une organisation solide à tout point de vue et je vais l'amener moi-même, au lieu de me faire mener par des organisations traditionnelles où l'organisateur principal était dans un bureau et à l'occasion daignait recevoir des organisateurs. Et ce modèle-là, vous l'avez structuré, ça a pris combien de temps à le mettre au point? En fait, différents ajustements, mais la première vraie expérience s'est faite dans Jean Talon, dans la partielle de Jean Talon, où Jean-Claude Rivet se mesurait à Louise Baudouin. Et c'était au lendemain donc d'un congrès de leadership assez déchirant pour le Parti libéral, le Parti libéral du Québec, où M. Garneau s'était présenté contre M. Ryan. Vous parlez de campagne au leadership des libéraux. Qui vous appuyez entre M. Garneau et M. Ryan ou neutre? En fait, comme on travaillait à l'aile parlementaire, la consigne était d'être neutre. J'étais dans l'organisation pour prendre la relève de quelqu'un qui devait assumer la préparation du Colisée, avec tous les médias et ainsi de suite. Donc, j'avais la responsabilité de l'organisation physique. Mais évidemment, moi, j'avais beaucoup de respect pour Raymond Garneau. J'en ai toujours eu, j'en ai encore. Alors, à ma manière, j'ai aidé Raymond Garneau. De quelle manière? En fait, finalement, par les petits talents d'organisation que j'avais, contacts d'amis aussi. Mais il était assez évident là, que l'organisation du parti allait choisir Ryan, M. Ryan. Puis je pense qu'à l'époque, c'était pas une mauvaise décision non plus pour être capable de refaire une plateforme intellectuelle au niveau du Parti libéral, une crédibilité que M. Ryan avait sur le plan provincial et national. Merci, M. Côté. On continue la semaine prochaine.